Je m'appelle Hélène Glou, je suis ravie d'être en face de vous aujourd'hui. Un peu stressée aussi, vous allez le voir, je vais avoir la voix qui chevrotte, je vais perdre mes moyens, c'est tout à fait normal. Pour commencer, j'ai une confidence à vous faire, je suis loin d'être parfaite. Et avoir un impact positif sur la société, ça n'a pas toujours été ma priorité, loin de là. Si je vous demande d'arrêter le bullshit, il faut que je sois un petit peu honnête avec vous et avec moi. J'ai un parcours scolaire et professionnel on ne peut plus classique. Pendant mes études, on m'a formé au marketing, au management, à la psychologie cognitive, à la finance et un peu, si peu, à l'éthique. Ça, c'est moi en 2009. Mon ambition à l'époque, c'était de faire du marketing chez Coca-Cola ou L'Oréal. Inspirant. En fait, je suivais ce que mon école et la société me disaient être une bonne carrière. Mais heureusement pour moi, et pour vous, la personne qui est en face de vous, elle ressemble plutôt à ça. Une product manager qui parle d'impact sociétal dans le produit, de vrai impact sociétal, sans langue de bois, et qui essaye au maximum d'appliquer les bons conseils qu'elle donne aux autres. Toujours pas parfaite, mais je suis dans la bonne voie. Entre les deux, il y a quelques rides en plus, quelques cheveux blancs aussi, même si vous ne les voyez pas forcément. Et surtout, il y a 12 années passées dans l'écosystème produit. J'ai commencé en agence, où j'accompagnais des très gros clients et des très petits, les premiers servant globalement à remplir les caisses pour accompagner les seconds. Ensuite, j'ai été première product manager dans 2 startups, très chouettes sur le papier, que j'ai quitté l'une comme l'autre parce que leurs valeurs étaient très très désalignées avec les miennes. Et puis enfin, j'ai passé les 4 dernières années dans une entreprise à impact, une vraie, brigade. Et ça m'a redonné le goût de mon métier, celui que la plupart d'entre vous faites aussi, et surtout le sens des responsabilités. Mais on n'est pas là pour parler de moi, enfin pas que. On est surtout là pour parler de vous et de vos produits, et surtout de pourquoi ils n'ont probablement aucun impact positif sur la société. Au moins pour le moment, parce que je suis là pour vous faire vous poser des questions, et de préférence les bonnes. En toile de fond, on va quand même un petit peu parler de moi et de mon expérience, parce qu'en 4 ans, j'ai vu passer une boîte de 70 à 200 collaborateurs, une boîte qui a probablement failli se prendre tous les murs possibles quand on cherche à faire de l'impact, en réussissant à le faire et en étant toujours en vie. Mais qu'est-ce que c'est une entreprise à impact ? Je vous propose ma définition, elle n'est pas parfaite et vous en avez probablement d'autres, mais elle a le mérite d'exister. Pour moi, une entreprise à impact, elle porte un projet dont l'impact sociétal est voulu, concret et ambitieux, et surtout dont la réalisation dépasse les ambitions pécuniaires. Ok, mais comment est-ce qu'on vient concevoir, comment est-ce qu'on vient s'assurer qu'une entreprise a un impact ? Je me suis amusée à construire un petit canevas, très largement inspiré de tous les canevas qu'on connaît tous, le business model canvas, lean canvas, etc., pour qu'on puisse cartographier l'impact d'une entreprise sur l'environnement, sur les individus, sur l'économie et plus largement sur la société. Vous le voyez, chacune des cases est divisée en 2. L'impact voulu, celui pour lequel l'entreprise se bat au quotidien, et l'impact subi. Et si vous creusez un peu, n'importe quelle entreprise a un impact négatif à une échelle plus ou moins élevée. Les externalités négatives, c'est le propre de notre activité humaine. C'est quasiment aussi incontournable que d'avoir des bugs ou une dette technique. Mais à différence d'un bug ou d'une dette technique, l'impact négatif sur la société, on ne peut pas le corriger. Dans le meilleur des cas, on le compense, mais il laissera toujours une trace sur la société. Pire, si vous avez un produit qui marche bien, qui a du succès, qui a de nombreux utilisateurs, vous avez un risque extrêmement élevé, si vous vous plantez, d'avoir un vrai impact négatif. Mike Montero, qui est mon nouvel auteur préféré, je pense que je vais faire tous ses livres, dit ceci. À l'échelle à laquelle on travaille, quand on se plante, on ne fait pas que casser du code. Potentiellement, on fout en l'air des individus. Alors le but, c'est pas de vous plomber aujourd'hui. J'aimerais bien avoir 2-3 sourires à la fin de la conférence. Mais c'est important. C'est important parce que c'est une réalité. Si vous prenez des mauvaises décisions, si votre entreprise s'intéresse plutôt aux investisseurs qu'à l'état de la société, vous risquez effectivement de faire des choses pas très cool pour l'individu. L'objectif, du coup, c'est de limiter au maximum votre impact négatif sur l'environnement, l'économie, les individus, la société. C'est ça qu'on met derrière la notion de produit responsable. Et je sais que Tiffany, juste avant, en a parlé très largement. Si vous étiez là, vous êtes calé sur le sujet. J'ai une question pour vous.
est-ce que vous avez déjà répondu à des tests de personnalité dans les magazines féminins? C'est une activité plutôt sympa à la plage quand on s'ennuie. Et messieurs, je suis sûre que même vous, hein. D'ailleurs j'ai entendu un oui masculin, même vous, par curiosité, vous y avez déjà répondu. Je vous pose cette question parce que Fabrice Desmazeri, qu'on connaît très bien dans l'écosystème produit, a eu la très bonne idée dans son livre sur les produits responsables d'imaginer un petit test de personnalité pour vos produits. L'objectif, c'est en quelques questions d'identifier si votre produit a les 8 traits de personnalité d'un produit responsable. Pour rappel, un produit qui se respecte, et surtout qui respecte la société, c'est d'abord un produit qui est honnête, qui ne ment pas à ses utilisateurs. C'est ensuite un produit qui est méritant, qui apporte plus que l'effort qu'il demande à l'utilisateur. Et on évite de lui rajouter de la charge mentale, merci. C'est ensuite un produit qui est ouvert, accessible et inclusif. Et pardon, mais même en 2023, on n'y est toujours pas dans la plupart des cas. C'est un produit qui préserve ses utilisateurs des conséquences néfastes de son utilisation. On essaye au maximum de le préserver. C'est un produit qui est fiable, surtout en ce qui concerne les données, leur sécurité et la manière dont elles sont utilisées. C'est un produit qui est prédictible et transparent, dont le fonctionnement est plutôt clair et qui évite de faire des surprises. J'adore qu'on me fasse une surprise à mon anniversaire, mais je préfère qu'un produit évite de m'en faire. C'est un produit qui est équilibré économiquement, qui n'exploite pas ses utilisateurs, le fameux si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit, et qui ne crée pas de dépendance économique surtout. Et à l'ère des plateformes dans tous les sens, c'est très important d'avoir cette notion en tête. Et puis c'est un produit qui est frugal, qui est sobre, qui n'utilise pas trop de ressources et qui évite d'avoir une consommation d'énergie démesurée. Est-ce que vous cochez toutes ces cases? Bien sûr, ouais. C'est peu probable. Et je pense que j'ai jamais vu un produit qui coche toutes ces cases. C'est normal. Le défi, il est assez colossal. Si vous en cochez une ou deux, ou en tout cas si vous êtes dans cette direction, vous êtes plutôt sur la bonne voie. Mais j'ai une mauvaise nouvelle, c'est pas suffisant. Avoir un produit responsable et réduire son impact, en 2023 et bientôt 2024, c'est vraiment pas assez. Les objectifs de développement durable, les fameux ODD des Nations Unies, qui sont au nombre de 17, sont colossaux. Je ne sais pas si un jour vous y avez déjà jeté un œil. On a quelques chantiers en cours. Ils sont colossaux, ils sont indispensables, et l'objectif qui a été donné par les Nations Unies est à l'horizon 2030. Autant vous dire que comme pour les accords de Paris, on n'y sera pas. Ça peut être décourageant, mais en fait, moi, je pense que c'est une chance. Parce qu'on a tous, collectivement, un rôle à jouer. Vous allez me dire, Hélène, t'es mignonne, hein, on fait juste du produit. Moi, je crois qu'on ne fait pas juste du produit. Et que quand on fait du produit, on a une capacité d'influence et d'action qui est énorme. On a une capacité à faire bouger les lignes en montrant, que ce soit par la data, par la recherche utilisateur, par des tests, qu'on peut faire différemment, qu'on peut faire mieux, et que ça a même un intérêt pour l'entreprise. J'ai gonflé vos égos un peu? Je les vois les sourires. Ouais, je vais quand même vous faire redescendre parce qu'on a une qualité dans le produit, en tout cas j'espère qu'on l'a, c'est qu'on est plutôt humble. On devrait l'être en tout cas. Parce qu'il faut plus qu'un excellent produit pour résoudre des problèmes de société. Il faut plus qu'un super produit, qu'une super techno pour résoudre des problèmes comme l'accessibilité du travail, le coût de l'éducation, le gaspillage alimentaire. Comme le dit encore une fois Fabrice Desmazeri, si le numérique peut apporter de la valeur, il ne répond pas à tous les maux du monde. Et résoudre ces problèmes-là, ça ne peut pas se faire juste avec la techno. Pour illustrer ça, je vous propose de reprendre le petit canevas que je vous ai présenté tout à l'heure et de l'appliquer à l'entreprise dans laquelle je travaille, Brigade. En 2 mots, Brigade, c'est une entreprise à mission. La mission est inscrite dans ses statuts. Et sa mission, c'est de valoriser le travail et le rendre accessible à tous. On fait ça aujourd'hui au travers d'une plateforme qui met en relation des établissements qui ont besoin de renfort en personnel dans les secteurs du soin et de la restauration, les fameux métiers en tension, et des travailleurs indépendants qui ont choisi de se mettre à leur compte pour reprendre justement le contrôle sur leur manière de travailler. À l'échelle de l'individu, on a 2 objectifs. Augmenter leurs revenus et améliorer leurs conditions de travail. Ça, c'est quelque chose qu'on arrive à mesurer, à constater tous les jours. Brigade, par son activité, a déjà seul un impact là-dessus. En revanche, si je prends l'objectif de Brigade à l'échelle de la société,
On veut améliorer l'égalité des chances et des opportunités et lutter contre le travail non déclaré. Un peu plus costaud à changer tout seul, non? Et surtout beaucoup plus difficilement mesurable. Sur l'impact sur la société, Brigade n'est qu'une petite goutte d'eau. Ça peut être décourageant de se le dire, mais si vous cherchez à avoir un impact avec votre produit, il vaut mieux en être conscient. Et le fait d'en être conscient, c'est ce qui fait pour moi la différence entre une entreprise égocentrique et une entreprise écocentrique. Ce concept, il n'est pas de moi. Le dessin, oui, je suis très mauvaise en dessin, pardonnez-moi. Le concept vient de Lisa Wang, qui est une ancienne product manager de chez Google, qui a créé il y a quelques années son entreprise. D'après Lisa, du coup, il y a deux types d'entreprises. Celles qui ont identifié un problème et ont très très envie d'être la solution à ce problème, et celles qui ont aussi identifié ce problème, qui les prend aux tripes, mais qui savent qu'elles ne peuvent faire que partie de la solution. Il y a un petit syndrome de sauveur de l'humanité sur la gauche. Faire partie de la solution, c'est bien. Mais pour le faire, il y a un élément qui est clé. Il faut s'assurer que le produit répond vraiment au problème. J'enfonce des portes ouvertes. Hein. Vous faites tous du produit, ou en tout cas vous êtes tous très intéressés par le produit dans la salle. Et globalement, ça, c'est notre métier. Oui, mais ça me semble important de le rappeler dans ce contexte. Parce que quand c'est la vie de personne qui est en jeu, ou en tout cas la qualité de la vie de personne qui est en jeu, c'est 1000 fois plus important de s'assurer qu'on choisit les bons combats. Cette citation, personnellement, je la relis très souvent. Elle me fascine autant qu'elle me fait peur, parce qu'il y a quand même une grosse responsabilité derrière. Ce que dit Cal Grant, c'est que s'assurer sur les problèmes, qu'on travaille sur les problèmes les plus importants, c'est aussi dire non à d'autres problèmes dont on sait malgré tout qu'ils auront un impact sur l'accès d'une personne à une vie meilleure. Un peu lourd, mais ça donne le contexte. Donc autant dire que pour avoir un impact positif, réel sur la société, être sûr de bien comprendre d'où vient le problème, c'est clé. Mais on a, en tant qu'être humain, tout un tas de biais cognitifs qui font qu'on ne va pas forcément naturellement aller chercher la bonne solution. Si vous prenez la liste des objectifs de développement durable, je suis sûre que dans la salle, vous avez tous une idée de la manière dont on pourrait les résoudre. Mais vous avez plein de biais. Et on va être honnête, dans le produit, dans la tech de manière générale, on n'est pas les gens les plus représentatifs. Si je regarde dans la salle, j'ai pas la population la plus représentative du monde. Et j'ai pas non plus la population la plus représentative des problèmes de société qu'on essaye d'adresser. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas résoudre ces problèmes. Ça veut juste dire qu'il faut s'appuyer sur des outils pour bien identifier quels sont-ils. On a un super outil pour ça, dans notre petite boîte magique de Product Manager, ce sont les personas. Enfin, ça marche quand on prend la définition des personas d'Alan Cooper, qui a un peu théorisé le concept dans les années 80, qui expliquait que les personas sont une synthèse des données collectées pour concevoir des agrégats d'utilisateurs potentiels. Avec le temps, on est plutôt arrivé sur des clichés, une sorte de moyenne d'utilisateurs potentiels. Et la moyenne, contrairement à ce qu'on nous dit depuis très longtemps, c'est pas forcément représentatif. Pour illustrer ça, je vous propose un petit voyage dans le temps. Je vous emmène dans les années 40, au cœur de l'armée américaine. À cette époque-là, l'armée a un énorme problème. Ils ont tout un tas de pilotes qui ont des problèmes d'accès aux commandes, dont les avions, dans le meilleur des cas, ils arrivent à s'éjecter, dans le pire des cas, se crashent. Les pilotes qui reviennent expliquent effectivement qu'ils ont un problème pour accéder aux commandes, et l'armée est plutôt étonnée. Dans les années 20, ils ont fait une étude pour concevoir justement des postes de pilotage qui seraient adaptés à ces utilisateurs. Ils ont fait une étude sur la taille, les mensurations des pilotes, et ont construit des cockpits qui étaient adaptés. Arrive le lieutenant Daniel Gilbert, qui a une idée. Il se dit, potentiellement, les soldats ont grandi. Donc on va refaire une étude, comparer tout ça à la moyenne. Ils ont mesuré 4000 soldats. 4000. Plutôt représentatif comme échantillon, vous serez d'accord. Ils ont pris tout un tas de mesures et ils ont pris les 10 plus parlantes. La taille, le tour de poitrine, la distance entre l'épaule et le bout de la main. Ils ont regardé combien de pilotes rentraient dans la moyenne. Je vous le donne dans 1000, pas un.
Pire, si on étend la moyenne dans une fourchette de 15% autour, il n'y avait toujours pas un seul soldat qui correspondait. Alors cette petite histoire, elle est très intéressante pour montrer que la moyenne, ça marche pas. Je vous rassure, ils ont trouvé des solutions, et c'est globalement à partir de cette histoire que vous avez des sièges qui sont réglables dans vos voitures. Plutôt pratique. Tout ça pour vous dire du coup que les personas tout seuls, s'ils sont devenus une moyenne d'utilisateurs potentiels, ça va pas vraiment nous aider pour résoudre des problèmes de société. La bonne nouvelle, c'est qu'on a d'autres outils. Et il y en a un que j'aime particulièrement. Vous connaissez tous les jobs to be done ? La fameuse raison pour laquelle on se sert d'un produit. Eh bien, ce que je vous propose, c'est d'aller chercher le job to be done émotionnel de vos utilisateurs. Ce qu'ils cherchent vraiment, l'émotion qu'ils cherchent à avoir ou l'émotion qu'ils cherchent à éviter quand ils utilisent votre produit. Il y a quelques temps, je discutais avec Alexandre Mack, le Head of Product de Entourage, que vous avez peut-être vu sur scène l'année dernière puisqu'il était ici. Entourage est une association qui vise à recréer du lien social pour les personnes en situation de précarité. Il y a quelques temps, l'équipe produit a eu l'idée de développer une fonctionnalité qui permettrait de faire des dons financiers via l'application. Sur le papier, ça semble plutôt une bonne idée. Quand on est en situation de précarité, on a besoin de moyens. Et je sais pas vous, mais moi, quand on me demande de l'argent dans la rue, je suis toujours embêtée parce que j'ai plus de monnaie. Si vous vous connectez sur Entourage, vous verrez qu'il n'est pas possible de faire ces dons financiers. Parce qu'ils n'ont jamais développé cette fonctionnalité, parce qu'ils ont compris que ce n'était pas le job to be done d'Entourage. Ils l'ont compris grâce à un outil, qui est probablement le plus intéressant, l'humain. Entourage a mis en place un comité de la rue, qui est constitué de personnes qui sont issues de situations de précarité, ou qui y sont toujours, qui est consulté globalement sur tous les sujets importants chez Entourage. Et ce comité de la rue leur a dit « c'est pas notre truc, c'est pas là qu'on doit aller ». Ce genre d'organe de consultation, c'est clé. Que ce soit un comité de la rue, un comité de mission comme on peut l'avoir chez Brigade, ou n'importe quel focus group suffisamment représentatif. Et j'insiste encore une fois sur la représentativité. Si vous avez des personnes dans votre comité ou dans vos focus group qui sont réellement confrontées au quotidien à votre problème, il y a beaucoup plus de chances que vous cherchiez la bonne solution. Et comme le dit Kenny Legout, qui est le président du coup de ce comité de la rue, il faut arrêter de faire pour les personnes, pour les utilisateurs, mais faire avec. Ok, on a compris qu'on avait une responsabilité. On a compris qu'il fallait choisir les bons problèmes. Mais Hélène, t'es sympa. Comment on fait pour prioriser tout ça et pour avoir de l'impact sociétal quand en plus on doit aller chercher de la croissance et de la rentabilité ? Comment on fait pour réussir ce pari de l'impact sociétal tout en étant une entreprise qui doit dégager des bénéfices ? Parce que c'est ça le vrai défi. C'est pas moi qui le dis, c'est Julia Faure, qui est la fondatrice de Loom, une marque de mode responsable et qui est aussi une membre très active du mouvement Impact France, qui explique que la particularité de l'entreprise à impact positif, c'est d'essayer d'allier la rentabilité et l'intérêt général. Parce qu'effectivement, dans n'importe quelle entreprise, il faut qu'il y ait de la croissance. C'est le moteur de nos activités. Et c'est pas non seulement important pour faire plaisir aux investisseurs, vous aurez compris que les investisseurs, leur faire plaisir, moi je m'en fiche un peu, même s'ils sont utiles, c'est aussi ce qui va nous permettre de déployer notre produit ou notre service à un maximum de monde et d'avoir un vrai impact profond sur la société, profond et durable. Le problème, c'est que quand on cherche à passer à l'échelle et qu'on cherche à avoir de plus en plus de croissance, on s'expose aussi à beaucoup de risques. Et le risque principal, c'est de perdre de vue votre raison d'être. Encore une fois, il faut trouver les bons outils pour éviter ça. Vous avez de la chance, il y a quelques boîtes qui se sont déjà posées sur ce sujet. Vous connaissez tous RICE, Reach, Impact, Confidence, Effort. Le I de Impact, c'est pas celui dont on parle là. Du coup, pas mal de boîtes ont eu l'idée d'ajouter un deuxième I, ou de reformuler un peu tout ça. Et mon petit préféré, c'est celui de chez Carbo, qui a inclus un critère qui s'appelle mission. Ça fait un joli petit merci. Je trouve que c'est très, très joli. Il faut remettre l'impact dans les matrices de priorisation qu'on construit, que ce soit RICE ou autre chose. C'est quelque chose que j'ai expérimenté assez longtemps chez Brigade, où notre roadmap est construite sur la base d'une matrice d'objectifs qui est constituée de 3 choses. Nos OKR, je ne vous refais pas la définition, vous la connaissez tous, on en entend tous parler tout le temps. Notre North Star Experience,
qui est l'expérience qu'on cherche à apporter à nos utilisateurs à l'horizon 18-24 mois, et surtout les 6 engagements de l'entreprise, ceux qui sont inscrits dans les statuts, et sur lesquels, du coup, on vise à améliorer des choses. Chacune des initiatives qu'on prend dans l'équipe produit passe au travers de ce tamis. Est-ce qu'on vient impacter l'un ou l'autre de ces objectifs? Ils sont pondérés, bien entendu. Et est-ce qu'on vient vraiment avoir un impact? C'est un bon exercice si vous voulez commencer à avoir un impact positif sur la société. Reprenez le canevas que je vous ai montré précédemment, positionnez les éléments de votre boîte dessus, identifiez ce que vous voulez impacter, soit en positif, soit en réduisant l'impact négatif, et passez votre roadmap actuel au tamis. Mieux, je vous propose d'ajouter des anti-KPI pour éviter de faire pire que mieux. Parce que vous pouvez penser une feature qui sera extrêmement positive sur le papier, mais qui créera aussi d'autres problèmes. Encore Mike Montero, je ne vous ai pas menti quand je vous ai dit que c'était mon préféré. Comme il dit, notre travail devrait être évalué par le fait qu'il résolve des problèmes sans en créer de nouveaux. Parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions. J'ai un dernier truc à vous dire, et ça va peut-être pas vous faire plaisir. Mais on a dit pas de bullshit, donc je continue. Je vous ai parlé de responsabilité, je vous ai parlé d'outils, mais vous pourrez avoir la meilleure volonté du monde. Vous pourrez mettre tous les outils en place, toutes les méthodes. Vous serez toujours face au risque de vous planter et de perdre de vue votre raison d'être. De favoriser ces fameux investisseurs ou un gros client au bien-être de la société. Pas parce que vous êtes véreux, hein. Pas parce que vous en avez rien à foutre. A priori, vous avez tous l'air d'être de très bonnes personnes. Tout simplement parce que la réalité va vous rattraper. Régulièrement. Sans doute à chaque étape importante de la vie de votre société. Prochaine levée de fonds, quand vous recruterez énormément de monde d'un coup, quand un concurrent débarquera des États-Unis avec énormément de moyens, ou tout simplement quand la législation changera un peu et que ce sera un peu plus compliqué pour vous de mener à bien votre mission. Vous allez être challengé, et pas qu'un peu. J'ai une bonne nouvelle. Je préfère finir sur des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes là. En plus, vous êtes super nombreux dans la salle. Et que les individus, les personnes, quand elles sont investies d'une mission, sont les meilleurs garde-fous à une perte de mission. Je peux vous dire qu'on en a vécu des moments difficiles chez Brigade. Et si Brigade est encore debout aujourd'hui, c'est grâce à l'équipe. À une équipe qui est super engagée derrière cette mission. Et sans bullshit. J'ai décidé, il y a quelque temps, que je me battrais pour que les boîtes avec lesquelles je travaille réussissent, non pas parce qu'elles ont levé des millions, mais parce qu'elles ont apporté un vrai changement à la société. Un vrai changement positif. Je le ferai parce que c'est important d'abord pour la société. En 2023 et bientôt 2024, je pense qu'on n'a plus besoin de démontrer que les agents économiques que sont les entreprises ont un rôle fort à jouer dans l'avenir de notre société. Et ma conviction personnelle, c'est qu'elles en ont probablement plus que les gouvernements. Je le ferai aussi pour les individus, pour les Martin, Cécile, Joshua, Thibaut, Tiffaine, Hector, qui vont utiliser nos produits, et dont on a vraiment envie que ce produit soit positif pour eux. Et puis, assez égoïstement, je le fais pour moi. Et je vous invite à le faire pour vous. Parce que vous soyez product manager, designer, développeur, CPO, voire même CEO, peu importe votre titre, je pense que c'est plutôt important de travailler sur un truc qui a du sens. Notre société est précieuse. Alors, si je suis parvenue à vous convaincre, dans les quelques minutes qui se sont écoulées, qu'on peut faire le bien tout en faisant du business, et qu'on a une vraie responsabilité là-dessus, et qu'en tant que product people, on peut petit à petit faire bouger les lignes, je vous invite à vous mettre en action. Mais vraiment en action. On arrête le bullshit ?